on va tout de suite plonger dans le sujet sur les outils que les uns et les autres vous avez développés pour relever ce défi de l'aidance. Il y a plusieurs grandes familles d'outils qui existent. Vous êtes un vaste panel, ça va nous permettre d'aborder chaque grande famille de mesures, sachant que vous avez le guide des bonnes pratiques aussi qui va évidemment compléter tout ça. Donc on ne sera pas exhaustif, mais on va zoomer sur tel et tel dispositif. Alors peut-être que j'aimerais commencer par vous, Martine Nicolas, chez L'Oréal, pour parler de la question notamment de la sensibilisation des salariés, puisque c'est le premier pas, c'est ce qui a été dit aussi dans le film, se reconnaître aidant, ou aider un salarié, un collègue à se reconnaître aidant. Est-ce qu'on entend bien ? Il faut peut-être... Le micro est éteint. Oui, il y a un petit bouton. Bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, il faut, tout à l'heure on l'a évoqué, inscrire ça dans la durée, c'est très très important. Et juste pour vous parler un petit peu de la culture de l'aidance qui est vraiment ancrée dans la culture de l'entreprise, puisque déjà dans les années 60, le fondateur de L'Oréal avait mis en place le congé maternité, donc 4 semaines en plus du congé qui était mis en place légalement. Tout ça pour accompagner les collaborateurs dans des étapes de vie particulières. À l'époque, dans les années 60, c'était un peu ça qui était, j'ai dit, mis à l'honneur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'aidance. Et donc, ce qui est très important, c'est de voir quels sont tous les dispositifs qu'on peut mettre selon les différentes étapes que le salarié peut connaître dans sa vie. Et donc, je vous parle des années 60. Ensuite, en 2012-2013, on a mis en place un programme mondial qui s'appelle Share and Care. Et ce programme vise à apporter tous des dispositifs de protection sociale pour différentes étapes de la vie. Et ça aussi, c'est très, très important. Et dans ce programme international, il y a un focus sur la parentalité, mais aussi l'aidance. Et donc là, ce matin, on a entendu beaucoup d'outils. On a mis aussi pas mal d'outils, que ce soit de la flexibilité au niveau du travail, des congés, des dons-jours, mais aussi de l'accompagnement qui peut accompagner les personnes dans leur santé mentale, parce qu'on sait très bien, et on l'a évoqué tout à l'heure, que la fatigue, c'est un élément très important. Et aussi la mise en place d'aides pour des services domestiques ou toutes sortes d'aides. Mais ce que je voudrais évoquer au travers de ça, c'est très important d'avoir quelque chose qui soit spécifique à la personne. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans des grandes entreprises, bien sûr, on a peut-être les moyens de mettre des politiques générales, voire au-delà de la France, donc étendre ça à des dispositifs mondiaux. Mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir cette singularité parce que le besoin de chaque salarié est différent. Et donc, pour arriver à bien identifier ça, notre politique générale offre tous ces outils, mais là où ça se joue, c'est le triptyque entre le RH, le salarié et le service médico-social et le manager. Et là, c'est par eux que passe cette question de la sensibilisation notamment. Voilà, c'est vraiment ces discussions, ces échanges entre le manager, entre la personne, entre le service médico-social. Alors, on a de la chance d'avoir 8 médecins et 9 assistantes sociales qui couvrent l'ensemble du territoire de la France. Et donc, c'est vraiment au travers des échanges qui peut y avoir entre ces différentes personnes que l'aide va être vraiment bien calibrée par rapport aux besoins. Et ce réseau-là dont vous parlez fait de la sensibilisation pour finalement aider un peu chacun à lever le doigt, entre guillemets ? Alors là aussi, on voit vraiment des étapes. Si on regarde l'historique et qu'on voit maintenant ce qui se passe, à chaque fois, ça passe par, vous voyez, des tables rondes, des conférences, cette sensibilisation. Et
quand on parle de sensibilisation, souvent on dit il y a des conférences, on passe aussi par les communications internes qu'on peut faire via les communications RH, mais aussi d'autres communications. Donc, il y a un moment donné, en fait, la personne prend conscience, elle dit, mais ce qu'ils sont en train de raconter, mais c'est moi, ça. Je l'ai vécu, mais j'ai rien dit à ce moment-là. Et donc, si vous voulez, on a parlé beaucoup de ça, de libérer la parole. Sur les aidants, sincèrement, on voit que c'est le démarrage de quelque chose. Voilà. On a vu ça sur plein d'autres sujets, équilibre homme-femme et tout ça. Voilà, ça s'est déjà passé. Là, maintenant, il y a eu l'handicap. Là, maintenant, les danses, on voit que c'est le démarrage de quelque chose. Merci beaucoup. Alors, on va passer la parole à Cécile Tricon-Bossard pour évoquer, donc une fois qu'on a mis des mots, qu'on a incité des personnes à lever le doigt, à dire voilà, je suis en situation d'aidance. Parmi les mesures qu'on peut mettre en place, il y a les questions de flexibilité du travail, de care management. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui se passe chez vous à BPCE ? Oui, alors peut-être avant de rentrer dans ce dispositif effectivement qu'on a mis en place, je pense que vous l'avez dit, ce qui est essentiel, c'est de libérer la parole et puis de mettre un mot sur quelque chose. Et dans notre entreprise, dans notre groupe, en tout cas, pendant longtemps, l'aidant, c'est quelque chose dont on n'a absolument pas parlé. Le terme n'était pas utilisé. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. Hein. Philippe, le collaborateur qu'on a vu, analyse financier, il fait partie du groupe. Je l'ai découvert comme vous tout à l'heure. Donc, il y a une vraie réalité, mais on n'en parlait pas. Il y a des tas de dispositifs qui existaient pour d'autres, qui étaient topés sur d'autres sujets. Le handicap, par exemple, on avait un accompagnement financier pour les salariés qui avaient un conjoint ou un enfant en situation de handicap, un accord de don de jour, enfin, beaucoup de choses qui existaient, un service social, enfin voilà, mais qui n'étaient pas topés en direction des aidants. Donc les aidants ne pouvaient pas se reconnaître, ou en tout cas comme étant pris en compte dans l'entreprise. Et nous, DRH, en fait, on ne savait pas du tout quelle était la réalité de ce phénomène. Et la pression, elle est plutôt venue de l'externe, c'est-à-dire quand évidemment, on lit les journaux, la transition démographique, le vieillissement de la population, on se dit, il y a sûrement quelque chose à faire, mais quoi et pour qui ? C'est là que ça a commencé. Et donc, on s'est dit, pour arriver à identifier la population concernée et puis des besoins, il faut qu'on arrive à leur proposer quelque chose de spécifique. C'est pour ça que l'été dernier, on a renégocié effectivement notre accord télétravail et on a mis en place une disposition pour les salariés aidants avec un accord dérogatoire qui permet de bénéficier d'un certain nombre de jours complémentaires, 15 en l'occurrence, par rapport aux jours habituels classiques qu'ont l'ensemble des salariés quand on est en situation d'aidance. L'objectif, c'était évidemment de traiter un sujet qui nous paraissait assez évident, puisque partout on lisait que la question du temps, de la flexibilité, de l'organisation du travail était un besoin essentiel pour les personnes qui étaient en situation d'aidance. Donc on s'est dit on ne devrait pas trop se tromper, mais surtout ça nous permettra de parler du sujet dans l'entreprise. Donc c'est ce qu'on a fait. 2 mois après, on a 80 personnes qui avaient déjà levé la main. Les services sociaux ont été un peu submergés. Donc on a vu qu'on avait répondu à un besoin, mais surtout ça nous a permis d'en parler. On a organisé une grande conférence pour justement mettre en visibilité ce sujet-là et indiquer qu'effectivement la direction était vraiment en soutien et qu'on était complètement ouvert et à disposition pour trouver des solutions d'appui et d'aide pour les collaborateurs qui étaient confrontés à ce type de situation. Donc en ce sens, on a encore un recul assez limité, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne. Et puis, dans toujours le temps de travail, on a également, on est en train de tester une plateforme spécifiquement pour les aidants, pour les aider dans tout ce qui est care management, en fait, où ils ont un assistant qui est à disposition 6 jours sur 7, qui leur permet soit d'avoir de l'information ou des conseils pour se retrouver dans tout le labyrinthe administratif qu'ils doivent arriver à décoder, soit carrément prendre en charge une situation de A à Z. J'ai un parent qui doit rentrer en EHPAD, j'ai un conjoint qui sort de l'hôpital, et mettre en place toutes les solutions et ensuite les suivre sur la durée. Là aussi, on a eu un succès important, c'est utilisé. Moyenne d'âge des collaborateurs autour de 50 ans, une majorité de femmes, hein, là aussi plus des 2/3 dans les 2 dispositifs qui utilisent ces dispositifs, ce sont effectivement des femmes, mais un bénéfice visiblement important, puisqu'ils disent tous
qu'ils se trouvent plus engagés du fait de ce soutien qu'ils reçoivent de l'entreprise. Alors, on va rester sur cette question du travail, flexibilité du travail, on en a parlé. Puis, il y a aussi la question de l'organisation, réorganisation du travail, des postes de travail. Marc Benayoun, chez EDF, vous avez mis en place la notion de maintien raisonnable dans l'emploi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, très bien. Alors, effectivement, nous avions un dispositif qui était initialement réservé aux personnes qui revenaient de périodes de maladie. Et c'était un dispositif qui permettait, au-delà des congés maladie, d'avoir une période de flexibilité pour que la personne retrouve une vie normale ou puisse gérer éventuellement des soins de suite ou une adaptation de sa vie quotidienne. Donc on s'est dit qu'il était intéressant d'ouvrir ce dispositif à des personnes en situation d'aidance lorsqu'elles rentrent dans la phase de transition, qu'elles découvrent une nouvelle situation qui est effectivement, comme vous l'évoquez, un conjoint malade, frappé par une maladie dégénérative, un enfant qui a une difficulté, des parents qui deviennent dépendants. Donc ça, c'est un système où dans une période de 3 à 9 mois, le manager est incité à donner la flexibilité maximale aux salariés qui connaissent cette situation. Et ça permet aussi d'avoir un T0 pour la période qui va suivre, qui est la période au long cours, la période pendant laquelle le salarié est en situation d'aidance et il doit effectivement parfois avoir des horaires légèrement adaptés ou en tout cas faire en sorte que l'entreprise reconnaisse que cette personne est dans une situation particulière. Mais je pense que ce qui a été original, c'est de dire, ce sont des situations, on l'a évoqué sur le plan statistique, c'est absolument majeur, 15% des Français. Et lorsqu'on est confronté à cela, c'est un tel choc que ça ne peut pas être vécu sans un accompagnement particulier de l'entreprise. Et pour en parler, on s'est dit finalement, donner accès à ce congé, à cette période de flexibilité forte pendant 3 à 9 mois, effectivement au moment où on rencontre la difficulté, c'est probablement une façon intelligente de procéder. Et ça a donné, je crois, des bons résultats. Et ce que je voudrais redire ici, en tout cas, c'est que il faut que nos entreprises et nos organisations soient bienveillantes par rapport à ces sujets. Parce que le pire du pire, ce sont des personnes qui, en plus de la violence de cette situation familiale, rencontrent des difficultés professionnelles, peuvent rencontrer des risques psychosociaux, voire quitter leur emploi. Et alors là, on a tout perdu. Donc il faut véritablement reconnaître cette situation et aider les personnes. Alors vous faites la transition parfaite avec Amélie Vatelet pour AXA, puisqu'effectivement, il y a les aspects fonctionnels et puis vous avez parlé de choc, de violence de ces situations. Qu'est-ce qu'on fait pour la santé mentale des personnes, des salariés qui sont en situation d'aidance chez AXA ? Alors, déjà peut-être deux petits mots d'histoire, parce que je trouve que c'est intéressant de voir comment le sujet a pris de l'ampleur et accéléré. Et puis, c'était aussi une manière de rendre hommage au rôle des associations qui nous ont aussi aidés à grandir. Et j'en vois quelques-uns dans la salle, avec en particulier France Répit. Je pense que la prise de conscience chez AXA France, elle est vraiment née du triptyque besoin des collaborateurs, qui a émergé grâce à des groupes de parole et l'expression effectivement de ce besoin d'accompagnement. En tant qu'assureur, bien sûr, dans notre rôle assez évident, évidemment, autour des sujets de la dépendance, santé, prévoyance. Voilà, donc c'est évidemment des tendances de société qui nous sont évidemment familières et qui sont aussi notre actualité. Et puis, en tant que mécène et en tant que partenaire actif via les associations partenaires avec lesquelles on opère. Et je crois que grâce à ça, on a appris de manière très concrète comment déployer des dispositifs qui effectivement puissent répondre de manière concrète aux besoins et aux attentes des collaborateurs, avec une approche vraiment 360. Évidemment, des solutions de flexibilité, ça a été très largement évoqué à travers le télétravail, du temps à pouvoir dédier pour accompagner les aidants, que ce soit pour des formalités administratives ou des soins médicaux, un soutien psychologique, et c'est bien là que je vais effectivement développer un tout petit peu plus, et puis effectivement un enjeu très fort autour de la culture d'entreprise, de la libération de la parole, de la formation et de l'accompagnement, et puis du méandre des démarches administratives et socio-médicales qui sont évidemment là aussi un indicateur et un aspect clé. Donc pour insister sur la partie relative à la santé mentale, notre conviction, c'est qu'il y a une très forte adhérence. C'est un sujet de santé publique, physique et mentale.
Et on voit que ce sujet, il est tout simplement observable et même quantifiable avec des indicateurs indirects qui sont l'absentéisme notamment, mais véritablement cette sensibilisation, cet accompagnement sur le terrain. Donc, on a lancé par exemple un réseau de secouristes en santé mentale à destination de tous les collaborateurs, mais aussi des aidants. Cette année, on vient d'aller un cran plus loin avec une formation pour l'ensemble des collaborateurs, l'Odyssée de la santé mentale, pour aider les collaborateurs à être mieux éduqués autour de ces thématiques. Qu'est-ce que le stress? Qu'est-ce que le burn-out? Qu'est-ce que l'anxiété? Qu'est-ce que la dépression? Ce sont des pathologies très différentes, des symptômes là aussi très différents, des besoins d'accompagnement différents. Et pour les aidants, c'est un aspect qui est extrêmement important. On a également déployé beaucoup de dispositifs autour de groupes de pérédance. On a parlé des cafés ce matin, mais l'intention est la même, de pouvoir échanger autour de son expérience, d'aider à la prise de conscience, de participer à des conférences ou même de bénéficier d'accompagnement psychologique ou de coaching spécifiquement déployé pour accompagner les collaborateurs. Parce que notre conviction, c'est que c'est véritablement un des ingrédients clés que de reconnaître et de réaliser qu'on est soi-même aidant et de prendre soin de soi physiquement, mais aussi mentalement, parce que c'est véritablement une difficulté, cette conciliation, et puis ces difficultés de gestion de situations particulières. Alors, merci beaucoup. Il y a un enjeu sur la durée, on l'a vu sur notamment la question de la santé mentale, et puis il y a toutes ces compétences, toutes ces fameuses soft skills qu'on apprend à l'occasion de ces situations de vie. Laetitia Geneste, chez AG2R La Mondiale, comment vous prenez en compte et vous valorisez ce vivier un peu de compétences qui émergent? Alors, on a commencé à parler des compétences ce matin. Je vais développer le sujet, mais peut-être avant, vous expliquer la façon dont on l'a abordé. En fait, donc AG2R La Mondiale est un groupe de protection sociale. Donc, de la même façon que ma voisine, je dirais que ce sujet du prendre soin et de l'attention est dans notre ADN. Alors, on le développe bien sûr vis-à-vis de nos salariés, mais aussi vis-à-vis de nos clients entreprises et de nos clients particuliers. Et à ce titre, nous le faisons à travers nos différents métiers, et notamment à travers, vous voyez, je suis directrice de l'action sociale du groupe, donc c'est à ce titre-là aujourd'hui que je vais axer du coup ma présentation dans cette dimension-là. Nous gérons l'action sociale de nos institutions de retraite complémentaires, Agir Carco, et de nos institutions de prévoyance. Et ces fonds d'action sociale, nous les investissons pour les aidants à travers quatre axes. Le premier, qui est que nous avons des collaborateurs qui sont formés au care management et qui accompagnent l'ensemble de nos clients dans une démarche d'écoute, de conseil et d'orientation dans ce qu'on a compris être le méandre à la fois des acteurs, des aides possibles, etc., de tout ce méandre administratif autour de l'aidance. Par ailleurs, nous soutenons un certain nombre d'associations. Nous soutenons notamment le collectif qui a été présenté tout à l'heure. Et puis, nous agissons aussi à travers un financement d'une palette de services et notamment de solutions de répit que nous proposons à nos clients, de répit de courte, de longue durée, et puis aussi à domicile ou dans des tiers-lieux. Et enfin, parfois, quand nous avons des rencontres et des convictions fortes que nous portons et pour lesquelles nous trouvons une forme de coalition, nous pouvons porter des initiatives, et c'est ce que nous avons fait en 2018 autour de la reconnaissance des compétences des aidants. Nous l'avons fait en 2018 en plusieurs étapes, à la fois on a construit progressivement, en fait. On a construit avec, d'une part, le secteur associatif, avec des institutionnels, et notamment le ministère du Travail qui nous accompagne aujourd'hui, enfin, qui nous reçoit aujourd'hui, et puis avec aussi un certain nombre d'acteurs académiques, et c'est ce qui nous a permis de construire progressivement un référentiel de compétences. Donc tout à l'heure, il y avait deux autres entreprises qui en parlaient, que je serais ravie d'ailleurs de rencontrer pour continuer à travailler ensemble, puisqu'on a construit ce référentiel de compétences, et puis on a aussi construit des outils à la fois pour identifier et mettre en valeur ces dispositifs. Ces dispositifs, ensuite, on les a testés auprès d'un panel d'entreprises pionnières en la matière. Et on les a fait évoluer en fonction des résultats qu'on a pu identifier. Et enfin, on a pu publier un guide, qui est guide qui est présenté dans le support que le Club Landois a compilé.
Et ce guide, il est à votre disposition. Donc, on serait ravis. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on le partage ensemble. On le fait évoluer régulièrement. On le fait évoluer et aujourd'hui, on arrive à un stade où on a toujours des actions à mener, notamment pour lever les freins. Je pense que notre présence à tous aujourd'hui montre bien que des freins sont encore nombreux. Et donc, notre objectif, c'est de pouvoir continuer à lever ces freins en travaillant ensemble et en activant un maximum du réseau qui existe autour des aidants. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de redonner la parole à Amélie Vatelet. On va maintenant, peut-être, vous nous avez parlé de votre palette et puis en zoomant plus particulièrement sur un outil. C'est quoi l'étape d'après ? On a des enjeux qui sont individuels dans les danses, des enjeux collectifs pour l'équipe, collectifs pour l'entreprise. Il y a le manager aussi au milieu de tout ça. Et puis collectif pour la société en général, probablement. Est-ce que vous pouvez nous dire, quel est pour vous, dans votre entreprise, dans votre organisation, l'étape d'après en fonction de tel ou tel enjeu que vous allez traiter ? Alors les enjeux sont multiples et je pense résonnent avec beaucoup des témoignages partagés ce matin. On a un sujet premier essentiel d'activation. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de s'assurer que l'ensemble des dispositifs qui sont mis en œuvre, qui sont proposés, sont bel et bien utilisés par les collaborateurs aidants. Donc ça, c'est quelque chose auquel on s'attache avec beaucoup de persistance, donc mesuré, et on est très heureux d'observer qu'on a doublé le recours aux différents dispositifs qui sont proposés en l'espace d'1 an. Donc véritablement, la communication, le rôle des témoignages, et d'ailleurs je salue les collaborateurs d'AXA qui vont témoigner notamment à travers cette campagne à venir. Je pense que le fait que des dirigeants, des collaborateurs osent s'exprimer et partager leur expérience, c'est quelque chose d'extrêmement fort qui encourage les collaborateurs à utiliser les dispositifs. Donc vraiment pour moi, la culture, la bienveillance, l'utilisation réelle, c'est la toute première chose. Ensuite, je pense que les enjeux sont multiples autour, évidemment, de la performance, de la cohésion d'équipe à titre collectif, mais aussi individuel. C'est à la fois un facteur de cohésion, je parlais de bienveillance, mais aussi de solidarité. On a beaucoup parlé des dispositifs et notamment, par exemple, des dons de jour qui peuvent être faits dans certaines entreprises. Je pense que c'est une jolie démonstration de solidarité, de cohésion dans les équipes et dans l'entreprise. Et c'est une valeur importante, c'est un engagement fort. Ces dispositifs renforcent l'engagement, la marque employeur, notre capacité d'attractivité sur le marché. En réalité, ces politiques, évidemment, elles répondent en tout premier lieu à des besoins individuels et ils sont différents pour les uns et pour les autres. Mais je pense que de manière beaucoup plus vaste pour l'entreprise et la société tout entière, c'est notre capacité à donner de la visibilité et surtout des moyens d'action concrets pour faire face à des sujets de société qui sont fondamentaux, qui aujourd'hui, enfin il y a quelques années encore, étaient des impensés et sur lesquels, et c'est l'objet de cette journée aujourd'hui, la mobilisation est impérieuse. Et je crois qu'à cet égard, beaucoup reste encore à faire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, même question pour Cécile Tricon-Bossard chez BPCE. Les enjeux pour vous et l'étape d'après ? Le premier enjeu, c'est la pertinence des solutions qu'on va proposer. C'est pour ça puisque c'est un moment clé finalement d'expérience de nos collaborateurs, il faut qu'on construise les solutions avec les collaborateurs qui sont concernés. On a la chance d'avoir un petit groupe qui s'est formé. Ils sont là d'ailleurs un certain nombre dans la salle et je les salue et on compte sur eux. Donc ils se sont rassemblés en communauté d'entraide en fait au sein de l'entreprise et ils vont être pour nous des partenaires évidemment pour co-construire ces solutions, mais aussi des ressources pour l'ensemble de leurs collègues. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est essentiel. Et puis le deuxième axe, comme le disait Amélie, je pense que c'est un sujet de culture. Donc on a une transformation culturelle à engager dans toute l'entreprise. Il faut que tout le monde puisse jouer sa partition, les collègues, les managers, les dirigeants, pour qu'on puisse être au rendez-vous de ces enjeux qui sont importants pour les années à venir. Merci beaucoup. Marc Benayoun, chez EDF, il y a la question de... Vous allez creuser la question dans les services et les produits innovants. Alors, qui sont une autre famille d'aide. Oui, vous m'entendez là ? J'ai un petit doute. Oui, oui d'accord, merci.
Donc, je voudrais parler de deux innovations sur lesquelles nous travaillons. Parce qu'effectivement, ces sujets sont tellement massifs et transformants qu'il faut essayer des choses nouvelles. Un premier est destiné à nos personnels. Nous avons mis en place dans une de nos directions commerciales régionales, donc une entité qui a un peu plus de 1000 personnes, un dispositif pour aider les aidants. Plus exactement, c'était une proposition d'une société que nous avons trouvée intéressante pour gérer des moments difficiles de la vie quotidienne, tels que apporter un repas, accompagner quelqu'un, prendre un rendez-vous médical ou accompagner quelqu'un dans un rendez-vous médical. On a trouvé que c'était intéressant dans la mesure où ça pouvait enlever un petit peu de charge mentale. Et on va faire un bilan. On a commencé ça en 2024. On va faire un bilan cette année. Et si ça marche bien, si le résultat est convaincant, et je crois qu'il l'est, donc si les bénéfices l'emportent sur les coûts, pour parler un peu en économie, c'est quand même mon métier, eh bien on étendra ça aux autres directions régionales. Le deuxième point sur lequel on innove, nous sommes une grande entreprise de services, une des plus grandes de France, avec 23 millions de clients. Et à ce titre, nous recevons de nombreuses sollicitations de nos clients quand ils rencontrent des situations particulières, bien sûr quand ils ont du mal à payer, quand ils sont en situation de précarité, quand ils ont des difficultés de tous ordres. Et on voit de plus en plus les questions liées au vieillissement et aux personnes qui souhaitent rester chez eux et qui font face à la nécessité d'adapter leur logement et aussi aux craintes que cela peut susciter chez les proches. Et on a réfléchi à un système qui, en fait, que l'on est en train de développer avec notre R&D, qui consiste à donner une information typiquement à des enfants de parents qui sont dans un domicile et qui sont en train de vieillir chez eux, et qui permettent de détecter des modifications dans leur rythme de vie. Par exemple, ils ne se réveillent pas à la même heure, etc. Tout ceci est facile à capter avec les compteurs communicants. Et pour autant, bien sûr, que les gens aient donné leur accord pour cet usage des compteurs communicants. Je voudrais vous rassurer, hein, on ne regarde pas tous les matins à quelle heure vous prenez votre petit déjeuner, mais enfin, si vous le souhaitez, on peut le faire. Et donc, effectivement, l'idée, ce serait que beaucoup de Français, et quand je dis beaucoup de Français, c'est 14 millions, utilisent une application qui s'appelle EDF et moi pour savoir combien ils ont consommé, quelles sont leurs factures, quels sont les éco-gestes auxquels ils peuvent recourir pour consommer moins. Mais on pourrait aussi apparier le compteur d'une personne, donc la personne âgée dans ce cadre, et de ses enfants. Et lorsqu'il se passe quelque chose qui est, je dirais, un point aberrant, un point significatif, informer et envoyer un message tel que vous pourriez peut-être appeler vos parents, savoir s'ils vont bien, etc. Donc on réfléchit à des mécanismes de ce type, parce qu'effectivement, et qui d'ailleurs, je le dis forcément après ce qui s'est passé hier, recourt massivement à l'intelligence artificielle. On ne va pas mettre des salariés à observer les courbes de charge et à se dire, tiens, il faut que les enfants appellent les parents. Il faut que ce soit entièrement automatisé. Donc, c'est des sujets d'avenir. Et je pense que là, si on peut trouver des moyens, les questions énergétiques sont majeures pour tous les Français et pas simplement pour des raisons de dépenses et de budget. Si on peut utiliser tous ces éléments, tous ces capteurs qui existent désormais dans notre système énergétique pour améliorer la vie des gens aussi sur ces dimensions-là, je pense qu'on aura fait un grand pas. Merci beaucoup. Alors, on passe chez L'Oréal. Comment vous vous projetez, vous, sur cette question de l'aidance? Quels sont les enjeux, les chantiers que vous souhaitez mettre en marche? Alors, tout d'abord, c'est continuer à avoir des indicateurs et que ce soit appliqué par tous les collaborateurs et surtout à tous les niveaux de la hiérarchie. C'est-à-dire que c'est très bien, d'ailleurs, de voir des membres du COMEX qui s'expriment sur le sujet parce que c'est assez récent. Et donc, forcément, on va voir cette dimension d'aidance qui va prendre de plus en plus de place. Et donc, il faut le suivre, alors ici en France, mais aussi à l'international. Donc, ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est de rester toujours très ouvert à ce qui se passe autour de nous. Et d'ailleurs, je remercie Sybille pour cette coalition parce que c'est au travers de tous ces échanges et de ce que les uns et les autres peuvent apporter. D'ailleurs, on a beaucoup de partenariats avec AXA sur la formation, sur l'assurance, bien évidemment, mais aussi avec Clésia. Enfin, c'est au travers de tous les échanges qu'on peut avoir avec différents groupes qu'on peut voir le commencement d'une jeunesse de quelque chose qui va fonctionner. Tout à l'heure, on va parler de YOLO, donc ils vont vous présenter leur solution, qui est aussi un outil d'aidance qui est formidable. Et moi, je crois beaucoup
à l'intelligence artificielle, parce qu'on sait très bien que tout ce qui touche la médecine, la santé, mais aussi l'accompagnement, va pouvoir aussi aider les collaborateurs pendant qu'ils travaillent à pouvoir avoir des alertes ou des choses comme ça quand une personne manque d'autonomie. Donc, je pense qu'il faut être à l'affût de tout ce qui est en train de se passer. Je pense qu'on est au début d'une grande histoire sur les danses. Et l'autre enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait vivre ça dans un écosystème intergénérationnel. C'est-à-dire que, donc voilà quelque temps, on était à l'initiative avec le Club Landois sur les seniors 50 ans plus, que nous on a transformé en programme qu'on appelle L'Oréal for All Generation, qu'on a déployé aussi à travers le monde. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est le pays qui était le plus avide de ce programme, c'était la Chine. On dit, mais pourquoi la Chine alors que la pyramide, etc. Eh bien, en fait, les salariés en Chine étaient très avides de ce programme parce qu'eux étaient déjà dans une situation d'aider leurs parents. Et donc, ils voyaient que leurs parents étaient chez eux, manquaient d'autonomie, n'avaient pas non plus de système de retraite, etc. Et donc, les jeunes collaborateurs qui étaient en Chine, tout de suite, ont dit, nous, on est très aidants de nos parents, et donc des programmes qui visent les plus de 50 ans, etc., ça nous intéresse énormément parce que c'est ce qui va se passer pour nous dans quelques années. Et donc, vous voyez, on voit bien qu'il y a vraiment toute une transformation qui est en train de s'effectuer. Donc voilà, les enjeux, c'est continuer, mesurer, et puis regarder tout autour, faire des coalitions, faire des partenariats avec tous les acteurs autour de nous pour faire évoluer cette thématique. On voit bien dans ce que vous dites qu'effectivement c'est un enjeu qui dépasse le strict cadre d'une seule entreprise et qui concerne aussi toute la société. Laetitia Geneste, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous regardez ça, vous, chez AG2R, et vous aurez du coup le mot de la fin, puisque nous arrivons au bout de la table ronde. Lourde responsabilité. Je pense que Martine a dit beaucoup de choses. Effectivement, je pense que c'est... et notre présence à tous aujourd'hui l'illustre bien. C'est cette prise de conscience, je pense qu'elle est là. Il faut encore l'encourager et on a encore du travail à faire. Il y a énormément d'initiatives qui sont prises par les différents acteurs. Je pense que là, on a notamment un monde associatif qui est extrêmement mobilisé sur ce sujet. Le monde de l'entreprise qui l'est de plus en plus. Les institutionnels également. Et je pense que c'est tous ensemble qu'on arrivera d'une part à continuer et à ne pas effectivement tomber dans l'écueil potentiel de l'effet de mode, donc de continuer à porter ce sujet et d'apporter concrètement, alors peut-être par l'IA, mais aussi par l'humain, il faudra trouver le bon équilibre entre les deux, des solutions, du soutien, de l'accompagnement, de l'aide au quotidien sur des formes d'aidance, on l'a vu aujourd'hui, qui sont extrêmement diverses et variées, mais qui ont toutes une problématique similaire et des impacts pour nos entreprises. Merci à vous pour tous ces échanges d'expériences. On est arrivé au terme de cette table ronde, mais encore une fois, il y a des... vous me regardez un peu avec étonnement. Est-ce que c'est bon? Sybille est là. Non mais... Et donc je renvoie au guide. Une main se lève au deuxième rang. Merci. Je voulais réagir à ce que disait M. Benayoun. En Écosse, West Lothian est une région et la Cour des comptes écossaise avait fait un pilote avec une société britannique qui s'appelle Tunstall, justement sur le suivi. Et notamment, ce qui était important pour les Britanniques, c'est le thé. Et le fait d'avoir un capteur sur une théière était un indicateur de bonne santé et tout. Avec d'autres capteurs, effectivement, le care devient très très important pour le suivi, le maintien à domicile dans de bonnes conditions et qui permet de rassurer tout le monde. Très bonne. D'autres réactions, monsieur, madame.
Bonjour, je suis Gabrielle de la ville Baugé. Je suis en charge d'une association qui s'appelle Voisins et Soins. Alors déjà, je voulais évidemment vous féliciter pour tout ce que vous faites sur les aidants. Moi, je suis très admirative. Et peut-être rebondir sur ce que vous avez dit, madame, à la fin de votre intervention, sur peut-être l'accompagnement et le soutien des associations. Nous, notre association accompagne les personnes en fin de vie et à domicile et soutient les aidants, leur permet d'avoir des temps de répit. Et je trouve que ce serait intéressant peut-être d'élargir un peu votre approche sur justement le soutien de ces associations qui agissent avec de moins en moins de moyens et qui ont besoin de vous, entreprises, pour pouvoir apporter des solutions à vos salariés. Voilà. Bonjour, Ronan Léveler, moi je travaille pour Johnson & Johnson. On est en train de mettre un programme de paire aidance en place pour les personnes qui reviennent du cancer, donc pour les collaborateurs qui ont eu un cancer, mais aussi pour les aidants. Et la première question qu'on nous pose tout le temps, c'est aussi flexibilité des performances, parce que quand on revient d'un cancer ou quand on est aidant, on ne peut pas avoir les mêmes performances qu'une personne qui n'est pas aidante. Donc je voulais savoir, est-ce que vous avez mis en place des outils justement pour quantifier l'impact de l'aidance sur la performance? Merci. Alors tout à l'heure, j'ai expliqué en fait quand la personne revient, il y a un échange entre le manager, le RH et le médecin du travail et l'assistante sociale qui va vraiment prévoir un accompagnement aussi en termes d'activité, quelle typologie d'activité et quels sont les objectifs raisonnables qu'on peut attendre par rapport au retour à l'emploi suite à une maladie grave ou suite à une situation perturbante ou fatigante dans la vie professionnelle. Mais on n'a pas, en tout cas aujourd'hui, on n'a pas mis une mesure en disant, pour une personne qui ne serait pas en situation d'aidance, on va demander 100% et l'autre 80%. Non, on n'a pas quantifié des choses comme ça parce que c'est très des personnes dépendantes. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est très important de pouvoir créer, quand on le peut, ces échanges entre du service médico-social, les RH, le manager, parce que tout le monde, je vais dire, s'accorde à cadrer et à bien accompagner la personne selon son besoin réel, qui peut évoluer d'ailleurs dans le temps et qui évolue dans le temps. Oui, merci pour vos interventions. Je suis Philippe de Linares, le président de l'association des aidants et malades à Cordes-Lévy, qui est une association de patients créée par des aidants. Je voudrais insister sur ce qu'a dit l'intervenante de l'association Fin de Vie pour dire que nous avons besoin de vous et nous sommes à votre disposition pour aussi vous aider à aider les aidants. Je voudrais quand même vous demander ce qui se passe pour les aidants que nous observons, certains aidants qui sont en première ligne et qui sont tellement en première ligne et tellement débordés par leur activité d'aidant, qui démissionnent, qui quittent l'entreprise. Est-ce que vous gardez un contact avec eux? Est-ce que vous essayez de les reprendre quelques mois après, quelques temps après? Nous en avons chez nous et on les sent quelquefois dans le plus grand désarroi. Moi, je ne vous répondrai pas pour le coup en tant que DRH, parce que ce n'est pas mon métier, mais par contre, c'est un des objectifs de ce référentiel de compétences qu'on a créé. Et là, des travaux qu'on est en train de lancer, de continuer en tout cas, mais avec détermination, parce qu'il en faut à la matière, pour embarquer tous les acteurs de l'emploi autour de cette reconnaissance des compétences pour que justement le retour à l'emploi, notamment la fin de l'aidance, on sait que c'est une période aussi très sensible, la fin de l'aidance puisse s'accompagner du retour à l'emploi et de pouvoir valoriser l'ensemble des compétences acquises. Voilà, nous, c'est notre pierre à l'édifice sur le sujet. Voilà, et je peux peut-être simplement compléter.
Je ne peux pas dire qu'on observe ce phénomène, en tout cas chez AXA France. En revanche, je pense que c'est vraiment tout le bénéfice de la flexibilité des dispositifs que les entreprises peuvent proposer, et notamment le fait de pouvoir cesser pendant une période son activité. Et on a ce type de cas où effectivement les gens arrêtent de travailler pendant plusieurs mois, voire jusqu'à une année ou davantage. Donc ça, c'est des choses qu'on offre comme dispositif qui permet de libérer les collaborateurs lorsqu'ils en ont besoin, avec un dispositif de don de jour que j'ai évoqué précédemment. Je pense que c'est tout l'enjeu de trouver des dispositifs qui gardent de la flexibilité, qui permettent aux gens de pouvoir avoir une disponibilité, une flexibilité qui correspond à leur temps d'aidance, parce qu'on le sait, c'est pas linéaire et ça correspond à certaines séquences et moments d'accompagnement. Voilà. Oui, bonjour. Daniel Girondin, CAF. Je suis administrateur à la CAF. Et vous n'avez pas parlé, par contre, des jeunes qui sont aussi des aidants et qui peuvent être en entreprise en tant que stagiaires. Parce que souvent, ces jeunes-là le cachent parce qu'ils ont peur de perdre justement leur stage. Et c'est quelque chose qui est quand même très, très, très difficile pour ces jeunes. Donc, est-ce que vous avez un dispositif? Parce qu'ils ne sont pas salariés, évidemment. Merci. On n'a pas de dispositif spécifique pour les jeunes stagiaires. Néanmoins, je pense que tous les travaux toutes les actions qui ont été mentionnées visent à développer, à déployer une culture inclusive où tous les managers, tous les gens qui gèrent des stagiaires vont avoir la bonne approche, la bonne écoute, le bon niveau de dialogue pour arriver à gérer ces situations-là au plus près du terrain, en fait. Je pense que c'est vraiment là des situations un peu au cas par cas, et pour que les managers ou les personnes qui s'occupent de ces stagiaires-là aient la bonne approche, il faut qu'effectivement l'entreprise ait pu former et pu mettre le sujet sur la table et très clairement exposer sa volonté d'être en soutien et en appui de toutes les personnes qui sont en situation d'aidance. Oui, bonjour, je voulais juste... pas trop anglaise, mais une question sur l'international. Je suis juste curieuse, est-ce que la France est aussi innovante qu'elle me semble ce matin? Est-ce que vos collègues dans d'autres pays, vous connaissez d'autres entreprises dans d'autres pays, la Chine, l'Inde, je sais pas, qui proposent même de mettre ce sujet à leur COMEX, comme ces PDG sont en train de le faire? J'ai pas encore entendu ça. Et je voulais juste savoir, vous êtes tous à des entreprises mondiales. On est à un moment où les Américains sont auraient comme à détruire tout ça, mais avec un appétit réjouissant. Vous êtes à l'écoute, comme vous dites, à l'affût de toutes les tendances. Qu'est-ce que vous voyez, où vous voulez mener ce combat flamboyant et français? Alors, je vais répondre parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous, notre programme Share & Care, il a été créé en 2012-2013 et il était déjà dans cette démarche. Et ce qui est très important, parce qu'on l'a évoqué à plusieurs reprises, ce qui compte, c'est pas faire des coups ou aller trop vite, trop loin. C'est-à-dire que ce sont des politiques qu'il faut mettre en place de façon très ancrée dans l'entreprise. Donc ça doit passer par la culture d'entreprise. Ensuite, mettre des dispositifs et en mesurant toujours quels vont être l'impact de ces dispositifs dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc, une fois que vous avez fait ça, j'ai envie de dire, nous, notre programme, il est international. Tout ce qui est caregivers, donc on l'a mis depuis maintenant de nombreuses années. Et c'est vrai que je ne parle même pas des États-Unis, mais dans d'autres pays, octroyer de la flexibilité et des jours de congé pour cette typologie, cette thématique, c'est vrai que dans certains pays, tout le monde disait, mais nous... on n'a pas besoin de ça. Et au fur et à mesure du temps,
ça s'est mis en place. C'est-à-dire que, on en a parlé tout à l'heure, mais la prise de conscience au travers de conférences, au travers de communications, au travers de ce qui se passe là pour le moment, va faire qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître, qui, pour eux, c'était normal, parce qu'ils ont vu ça dans d'autres générations, où peut-être à l'époque, il y avait moins de femmes, où les hommes prenaient congé pour le faire. Enfin, justement, moi, je me posais la question, je me disais, mais comment ont fait nos grands-parents et nos parents? Parce qu'il n'y a pas plus de situations. Enfin, mais ce qui se passe, c'est que déjà, il y a plus de gens qui travaillent. Et deuxièmement, la population vieillit. Et en plus, l'âge de la retraite recule. Donc, il y a tous ces phénomènes qui font que peut-être que là, aujourd'hui, il est grand temps d'en parler et de pouvoir mettre tout ça en place, mais pas uniquement ici en France. Donc, moi, à l'international, je n'ai aucun souci. Je sais que on est le début d'une grande histoire. Et nous, je vous dis, ça fait depuis 2012-2013 qu'on aborde ces sujets. Bon, je résiste pas à un micro-mot. Merci infiniment, Sybille. Malgré le gong. Parce qu'effectivement, je trouve intéressant effectivement le bruit et ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Donc, je crois que les racines profondes des entreprises, c'est quelque chose d'important. Là, on est des entreprises françaises installées partout dans le monde. Et en tout cas, s'agissant d'AXA, avec son fondateur, Claude Bébéard, qui a fait partie des militants autour de la charte de la diversité et donc de longue date de cette préoccupation de l'inclusion. Et l'inclusion, elle prend de multiples contours. Et les danses et cette capacité à prendre toutes les diversités en compte et ces parcours de vie, c'est quelque chose qui est constituant de l'ADN d'AXA dans le cadre d'un dialogue social nourri. Et parce que je pense qu'on ne l'a pas suffisamment dit aujourd'hui, et quelques-uns d'entre eux sont dans la salle ce matin, et je les en remercie. Toutes les parties prenantes concourent à ce dialogue et à cette capacité à avancer ensemble sur ces thématiques-là. Et je trouve intéressant parce que grâce à ce partenariat avec le Club Landois, à ce travail sur le multigénérationnel, l'audace n'ayant pas d'âge et la multiplicité des sujets autour de l'aidance notamment étant important, on a, nous aussi, c'est un autre exemple que celui de L'Oréal, lancé un programme depuis maintenant plusieurs années qui s'appelle We Care. Et c'est très intéressant de voir la manière dont il est reçu dans d'autres pays du globe. Et justement, cet appétit, cet intérêt, toutes les situations ne sont pas les mêmes, toutes les données démographiques non plus. Mais je pense que le discours, il est extrêmement simple. Les entreprises, elles sont là pour générer de la performance, attirer les meilleurs talents et pouvoir effectivement avoir des business fructueux. Or, la composante humaine dans nos industries, elle est fondamentale. Donc, je pense que c'est un enjeu extrêmement fort. Et cela fait partie des ingrédients clés de succès pour ces entreprises partout dans le monde. Et je crois qu'à travers la compétence et l'égalité des chances, en réalité, on résume la problématique. Et c'est une problématique qui est là pour durer.